Bien, bonjour à tous, ravi de vous voir si nombreux sur cette nouvelle conférence que je donne après cette période, cette pandémie qui n'est pas terminée, mais dans laquelle nous sortons progressivement et qui nous a mené au niveau des cabinets dentaires à mener une réflexion un petit peu plus poussée que par le passé. Quand je dis un petit peu plus poussée, c'est parce que cette réflexion n'est pas nouvelle. En tout cas, chez moi, quand j'ai écrit mon livre en 2010 sur l'organisation du cabinet dentaire, ça faisait déjà plusieurs années que je recommandais une organisation. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est à 98% ce que je recommandais déjà depuis 15 ans. Et les faits d'aujourd'hui, les événements, nous montrent à quel point c'est important. Et je voudrais insister encore plus aujourd'hui et vous donner toutes les recommandations nécessaires afin de faire évoluer votre activité de cabinet dentaire, quel que soit votre niveau de structure, pour la faire évoluer dans le bon sens. C'est le travail de l'efficience, justement, et je m'efforce avec mes consultants d'accompagner les chirurgiens dentistes dans cette efficience qui n'est pas un modèle figé, mais qui est plutôt un état d'esprit, une volonté d'aller vers la qualité et de s'en donner les moyens, et chacun à son niveau. Tout ce que je vais dire là concerne aussi bien le petit cabinet monopraticien, il va être intéressé, que la grosse clinique, que toutes les structures, et quelle que soit la région, puisque je vois que j'ai des amis du Maghreb qui sont là, je vois même des amis de l'étranger que je salue, des dom-toms, ravi de vous voir parmi nous. En fait, tout praticien qui travaille de manière isolée, seul dans son cabinet ou avec une assistante dite polyvalente, doit se poser la question et remettre en cause son système organisationnel. En fait, ce système est à bout de souffle, est en train d'arriver au terme de ses possibilités. Et la Covid-19 nous en fait prendre conscience totalement, puisque aujourd'hui, entre chaque patient, vous devez effectuer une séance de désinfection de vos salles de minimum 15 minutes, ce qui est économiquement aberrant. Et si vous êtes tout seul ou avec une seule assistante, ça devient extrêmement complexe. Donc le cabinet traditionnel qu'on a connu, que l'on connaît encore aujourd'hui, doit vraiment être remis en cause. Je suis tous les jours malheureux de voir des praticiens qui veulent continuer à avoir du mobilier dans les salles d'attente, à mettre leur bureau, à mettre le... Regardez ce cabinet, regardez cette salle, et pourtant il y a un équipement moderne, c'est les derniers modèles d'équipement, il y a des bons tabourets comme je les recommande, donc c'est très bien. Mais sauf, regardez ce mobilier avec ce matériel qui est dessus, avec la poubelle à déchets à gauche. On travaille encore d'une manière complètement archaïque. C'est totalement dépassé. On doit quitter ce schéma et cette pandémie nous en fait pleinement prendre conscience. Mais moi, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier et j'ai connu aussi l'arrivée du HIV et l'impact que ça a eu déjà fort. Mais on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. La dentisterie n'avait pas évolué autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout s'est complexifié. Et je vous propose de reprendre le raisonnement à zéro. Et déjà, de remettre en cause ce mobilier qui vous semble essentiel dans les salles de soins, alors qu'on peut complètement s'en passer. Regardez ça. Et ça, c'est encore un cabinet organisé. Mais il y en a partout. Et il faut bien imaginer que dans les intérieurs de tiroirs, c'est encore pire. J'ai superposé une photo ici, une photo que j'aime beaucoup, qui a été faite dans un article par le docteur Zetoun, où il avait mis des colorants dans son eau de spray pour montrer, après un acte accompli, ou une matinée, je ne sais plus, la contamination qui avait été propagée par les gants ou par la contamination aéroportée, la projection des sprays, etc. Il y en avait partout. Donc, même si vous ne le voyez pas, c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut repenser sa zone active.
Et il faut arrêter de concevoir le cabinet comme on le concevait il y a encore 35 ans. Et c'est fou dans ce dentaire de voir à quel point il y a une inertie terrible. Pourtant, tout ce que je vais vous dire est évident quand vous faites de l'implanto. La plupart d'entre vous ont fait un bloc pour l'implant. Est-ce que vous avez mis votre bureau dedans? Est-ce que vous avez mis un gros ordinateur avec un énorme ventilateur? Est-ce que vous avez un plan de travail avec 92 tiroirs? Et pourtant, lorsqu'on fait une chirurgie, on utilise beaucoup plus d'instruments que quand on fait un composite ou quand on fait une endo. Qu'est-ce qui justifie que, dans ce cas-là, on ait juste un plan de travail en inox, qu'on ait une aspiration de type chirurgical? Pourquoi? Est-ce que le sang n'est pas le même? Est-ce que le risque, du moment qu'on travaille sur une plaie ouverte, est-ce que le risque de contamination n'est pas le même? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est parce que l'implant est plus cher? Alors ça justifie cela? Posez-vous la question. Il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Dès qu'on va faire un acte invasif, on devrait mettre le niveau de sécurité au même niveau. Et ce n'est pas lié à la cotation sécu ou au prix que va payer le patient. Ça doit être lié à la nécessité de protéger le patient. Donc cette réflexion, il faut la mener. Et aujourd'hui, la réponse, nous la donnons depuis longtemps, et j'en parle moi avec la technique des BACA depuis déjà 20 ans. Et Kilpatrick en parlait déjà il y a 35 ans, 40 ans même. Et qui va très bien et qui fonctionne très bien. Et tous les praticiens qui sont passés au bac cassette l'admettent et disent mais il n'y a aucun problème. C'est comme le fait d'avoir supprimé le crachoir. Donc on peut se mettre en bac et cassette extrêmement facilement. Il n'y a pas d'investissement. C'est très simple, c'est quelques centaines d'euros, alors qu'un meuble va coûter des milliers d'euros. Et quand je vois ces mobiliers au congrès, des mobiliers avec des plateaux en verre ou en marbre, avec des écrans qui sortent des plateaux, des choses sophistiquées qui coûtent 15 000, 20 000 euros, et qu'ensuite on me dit qu'on ne peut pas se payer un thermodésinfecteur qui en coûte 12 000, je reconnais, mais qui est nettement plus utile. Il y a une vraie réflexion à mener, et vous allez voir que ce n'est pas au détriment de l'esthétique ça. Les solutions que je propose sont à la fois résolvent des problèmes d'asepsie, mais d'organisation clinique et des problèmes économiques aussi, puisque c'est moins cher. On n'a aucune excuse, si ce n'est de casser les habitudes. C'est la seule raison, le seul frein à ça, c'est les habitudes où je veux faire comme le voisin. Bon, vivement d'être le premier voisin qui change pour que les autres vous suivent. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Par exemple, sur le système de stockage, plutôt que des tiroirs qui ne sont pas pratiques du tout, qui provoquent des contaminations croisées et une perte de temps considérable que j'ai estimée à 1h30 par jour, la perte de temps par l'ouverture et la fermeture des tiroirs, on peut avoir des systèmes de stockage comme on retrouve, et là vous voyez certains cabinets, alors c'est pas en France que j'ai trouvé ces cabinets, mais c'est un pays francophone où effectivement le stockage se fait dans une zone de stockage dédiée à cela, et qui n'est pas automatiquement, et en tout cas surtout pas la salle de soins, et certainement pas la stérilisation non plus, mais plutôt des zones consacrées au stockage, qui peuvent être des couloirs, des zones intermédiaires entre les salles de soins, ou une zone dite de stockage et de réapprovisionnement. Dans cette zone, on va pouvoir stocker plus facilement les produits, les déballer, les mettre prêts à être distribués dans les bacs que l'on va réapprovisionner une fois par semaine. Grâce à ce système-là, on va pouvoir utiliser le système du stock tampon et pouvoir sortir du stock par les lecteurs de code barre, par le fil identifié. Dès qu'on met un produit dans le bac, qu'on le met en service, si vous voulez, on le sort du stock principal et ainsi on a toujours un stock qui est facilement, on n'est jamais en rupture de stock puisqu'on a toujours le stock tampon qui représente la quantité de produits qui a été mis dans le bac qui lui va dans la salle de soins. Le bac, ici ce que vous voyez ce ne sont pas des bacs, ce sont des paniers de stockage, okay, avant qu'on remplisse les bacs et ce une fois par semaine seulement et qui est le même jour où on va lancer les commandes aux fournisseurs.
et mettre à jour sa traçabilité. Revenons maintenant aux soins proprement dit, à la zone active. La zone active, c'est la zone autour de la bouche du patient, à peu près 80 cm, qui est la zone la plus contaminée, puisque c'est celle qui reçoit le plus de projections. Donc, bien sûr, je recommande fortement le travail à 4 mains, minimum, voire à 6 mains dans certains actes, mais pour une assistante totalement dédiée à la clinique. Une assistante ne peut pas vaquer à plusieurs occupations à la fois, et elle doit gérer à la fois l'aspiration et les instruments dynamiques, que ce soit la seringue ou que ce soit le moteur. Là, vous voyez, par exemple, c'est l'assistante qui amène la seringue, puisqu'elle sait que le praticien, dans quelques secondes, va vouloir nettoyer. Et cette zone active, c'est celle qu'il faut traiter principalement, et c'est celle qui est importante. Tout l'environnement autour doit être un environnement mobile que j'appelle à géométrie variable et qui doit venir au moment où on a besoin, là où on en a besoin, et ça va changer puisqu'on circule autour de la tête du patient et les positions du mobilier, s'ils sont fixes, et c'est le cas en général de meubles traditionnels qui est à l'arrière, eh bien c'est figé et il n'est bon que quand on est en position 9 heures. Dès que le patient se déplace en position 10 heures, 11 heures, il se retrouve avec le meuble derrière lui. C'est pour ça qu'il vaut mieux un système de plateau à géométrie variable qui permet de travailler de manière plus ergonomique. Mais aussi le crachoir. Pourquoi est-ce qu'on a encore des crachoirs? Vous le savez pourquoi? Moi je vais vous le dire. C'est parce que les fabricants ont intérêt à vous vendre des crachoirs. Parce que les fabricants ne veulent pas décomposer leur équipement. Ils veulent absolument vous proposer un fauteuil avec un crachoir, avec un cialytique, avec un unit fixé dessus, pour que quand vous changiez le matériel, vous soyez obligé de tout changer. Imaginez si on vous vendait les éléments éclatés, il n'y a qu'un seul fabricant qui le fait, c'est ADEC, qui vous propose les éléments séparés. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a un nombre important, extrêmement important, je ne connais pas le ratio, de praticiens qui travaillent sans crachoir. Et même tous les praticiens qui travaillent en France, en Europe, sans crachoir, vous diront qu'ils ne reviendront jamais au crachoir. Il n'y a que ceux qui travaillent avec crachoir qui pensent que le crachoir est indispensable. Mais essayez, changez-le. Est-ce que vous savez que le groupe hydrique, c'est-à-dire crachoir, jet de verre, toute la partie hydrique du fauteuil, produisent 50% des pannes? Vous supprimez le crachoir, vous faites une économie de plusieurs milliers d'euros, c'est à peu près 3 000 euros, et en plus vous supprimez les pannes. Et ces 3 000 euros, vous les mettez dans un bon système d'aspiration, évidemment, qui lui va être absolument nécessaire. Pensez à ça. Les crachoirs, aujourd'hui, il n'y en a plus que dans les cabinets dentaires. Même dans les sanatoriums, on les a supprimés. Pensez à ça. C'est la même chose pour la pose de la digue. On est encore en train de convaincre les dentistes d'utiliser la digue. Bon sang! C'est quelques secondes de mise en place. Tous les praticiens qui posent la digue le reconnaissent, mais même ça serait 2 minutes. Le gain, le confort, sans parler du contrôle de l'asepsie, mais qui nous touche aujourd'hui. Mais au-delà de ça, quel confort de travail pour le contrôle de la salive, pour la visibilité, pour la sérénité au niveau de la sécurité. Il n'y a pas photo. Et aujourd'hui, la sécurité sociale a même prévu la dent délabrée en vous donnant un bonus de reconstitution de dents délabrées pour pose de la digue. Donc vous avez une codification et elle est NPC. Donc vous pouvez coter le prix que vous voulez, ce qui vous permet de rentabiliser votre endo. Donc posez la digue. Et j'ai de nombreux films dans mes cours d'ergonomie, je montre beaucoup de films là-dessus en montrant à quel point c'est simple, c'est très simple. Il suffit de s'y mettre, c'est beaucoup plus simple, croyez-moi, que de faire l'acte d'endo lui-même ou de faire une restauration en composite. La salle de soins, dans sa totalité, doit être repensée. Regardez cette salle de soins. Bien sûr, vous reconnaissez tout de suite un bloc, parce qu'il a la conformité du bloc. Mais pourquoi est-ce qu'une salle de soins ne ressemblerait pas à ça? Parce qu'on y a mis le crachoir déjà. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité de travail. Mais c'est quoi une unité de travail?
C'est quoi une unité aujourd'hui? Seringue, turbine, micromoteur, détartreur. Ok. Seringue, elle est beaucoup mieux sur le support d'aspi à l'arrière, parce qu'elle peut être utilisée aussi bien par le praticien que par l'assistante. Et je recommande depuis déjà 30 ans de mettre les seringues à côté du support d'aspi à l'arrière. Turbine, beaucoup d'entre vous ont déjà abandonné la turbine, et c'est une très bonne idée. On peut se passer totalement de la turbine au bénéfice des micromoteurs, qui en plus, avec la contamination aujourd'hui, produisent moins de contamination aéroportée, donc le souffle est moins important avec un micromoteur. Abandonnez la turbine, choisissez des micromoteurs appropriés et les fraises, demandez conseil à la société Comet qui vous conseillera des fraises appropriées au travail au micromoteur. Et vous allez avoir que vous allez gagner en performance, en rapidité, en couple. Il n'y a pas photo. Et si vous voulez néanmoins utiliser la turbine pour certaines finitions à la diamantée fine, eh bien, c'est très facile d'avoir une prise d'air pour monter une turbine. De quoi je suis en train de vous parler? Je suis en train de démanteler l'équipement. Oh, je ne vais pas me faire des amis parmi les fournisseurs, peut-être. Mais s'ils sont intelligents, oui, parce que je vous préconise d'investir, simplement d'investir différemment. Remettez en cause l'unité complet à l'avantage d'une unité segmentée, de réfléchir différemment. Prenons le moteur. Le moteur aujourd'hui, dans les salles de chir, vous avez des moteurs de chirurgie, qui sont des moteurs hyper performants. Vous avez un contrôle de la vitesse d'une très grande qualité, d'une très grande précision. Et vous pouvez vous servir du moteur, il peut aller de 0 à 40 000 tours, et c'est avec les contre-angles multiplicateurs ou démultiplicateurs que vous jouez. L'intérêt du moteur, c'est qu'il a sa propre réserve d'alimentation d'eau ou de liquide, de ce que vous voulez, et donc il n'y aura pas de panne, vous y mettez le produit que vous voulez à l'intérieur, et vous n'avez pas de contamination liée au système de raval-gouttes qui sont liés, vous savez, à ces systèmes qui sont en bout des turbines ou des instruments rotatifs et qui réaspirent la goutte pour qu'elle n'aille pas dans la bouche du patient et qui contaminent les tubulures des équipements qui nécessitent l'installation d'un système type IGN pour désinfecter l'équipement à l'intérieur. Si vous avez un système autonome comme un micromoteur, par exemple, avec des tuyaux qui sont stérilisables, vous avez un produit beaucoup plus performant en termes d'asepsie et aussi performant en termes de travail en bouche. Et beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Alors, on a parlé de la seringue, on a parlé de la turbine, on a parlé du moteur. J'en arrive maintenant au détartreur. C'est la même chose. Aujourd'hui, la société EMS nous propose des systèmes de détartreur extrêmement design sur roulette qui est combiné au système de prophylaxie. Et vous savez que les applications du détartreur sont extrêmement nombreuses. Là aussi, on peut avoir une réserve de liquide autonome et on supprime tous les problèmes. Je viens de vous donner la réponse avec l'équipement. Maintenant, il y a un problème ergonomique. Vous allez me dire, oui, mais Robert, c'est moins pratique parce que je ne peux pas attraper l'instrument. J'aime bien les fouets, j'aime bien les perches. Et réfléchissez 2 secondes. Quand vous faites une chirurgie, quand vous faites des implants, vous faites des fois des séances une heure et demie en bouche. Et comment vous faites? C'est l'assistante qui prend l'instrument et qui vous le met dans la main. C'est ça le travail à 4 mains. Ce n'est pas le problème du dentiste de savoir d'où vient le moteur ou d'où vient le détartreur. Il faut qu'il vienne dans votre main. Est-ce que le chirurgien se demande d'où vient le bistouri? C'est l'assistante qui prend l'instrument et qui lui met dans la main du praticien au moment où il en a besoin, qui le lui retire. Donc, si on a des appareils indépendants, polyvalents et qui sont amenés par des systèmes de cartes, eh bien, c'est l'assistante qui le placera là où elle en a besoin pour le passer. Repensez votre cabinet complètement. Et si vous n'arrivez pas à vous en passer, que vous voulez absolument un équipement traditionnel, faites-moi le plaisir de choisir des équipements ambidestres. Là, ici à gauche, j'ai mis l'exemple du R7 de Antos, mais ADEC, à la fin, ça a été le premier à sortir l'équipement ambidestre. Aujourd'hui, vous avez de nombreux fabricants qui proposent des équipements ambidestres, donc droitier, gaucher, qui circulent avec une rotation très facile à la base du fauteuil. Supprimez le crachoir et mettez l'aspiration à l'arrière sur la tablette. Là aussi, ADEC propose une tablette très performante avec seringue REO, aspiration, il y a même la lampe à polymériser.
Vous pouvez même mettre ce que vous, enfin, là il y a la seringue, vous pouvez même mettre une sortie moteur là-dessus sans aucun problème. Sans aucun problème. Et pour des coûts beaucoup moins élevés qu'un unité dentaire au complet. Et puis ensuite, pour l'informatique, soit vous choisissez un système d'ordinateur type tablette, hein, il existe des ordinateurs tablettes à 2 000 € qui sont assez chers, mais qui sont des véritables ordinateurs extrêmement puissants. Donc ça fonctionne. Sinon, si vous avez un ordinateur traditionnel, faites-moi le plaisir de le mettre dans un meuble afin et d'éviter d'avoir des ventilateurs qui créent une aspiration des bactéries et qui les projettent un petit peu partout. Donc on peut avoir un petit meuble très étroit de 20 cm contre le mur sur lequel on pose l'écran, point barre. Et voilà, ma salle est équipée. Je n'ai pas besoin de plus. Et ensuite, l'approvisionnement va se faire par les bacs et cassettes. Le bureau, si vous êtes obligé d'en avoir un, ce que je déconseille, fortement, pas de bureau dans la salle de soins. Mais si vous en voulez un, faites quelque chose de ce genre-là, quelque chose de très aseptisé, qui peut être complètement désinfecté. Mais expliquez-moi pourquoi vous avez besoin d'un bureau dans une salle de soins. Je ne comprends pas. Vous avez besoin d'une salle de diagnostic. Oui, vous avez besoin du bureau le jour où vous faites la consultation. On en parlera un peu plus loin. Mais pas quand vous soignez. La salle de soins, c'est comme le bloc. Là où je soigne, je soigne. Quand j'ai fini, je sors, et puis je vais ailleurs. Ça permet d'avoir des salles de soins plus petites, qui feront 3,20 m par 3,20 m, c'est la bonne dimension d'une salle de soins, et d'avoir le minimum d'équipement à l'intérieur. Et les mètres carrés que je gagne en faisant ça, eh bien, ça me permet d'équiper une salle supplémentaire ou un bureau. Et puis les assistantes aussi. Quelles assistantes? Quand on dit assistante, aujourd'hui, il faut le mettre déjà au pluriel. Le métier d'assistante, il est pluridisciplinaire lui aussi, comme le dentiste. Voyons cela. Vous avez l'assistante fauteuil, mais l'assistante fauteuil est une assistante qui est aussi une instrumentiste. Elle est chargée de vous aider à 4 mains et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas avec vous 7 heures par jour d'affilée. Puisque si vous travaillez, à tout moment, elle a besoin de vous passer les instruments. Est-ce que vous savez que la productivité augmente de 15%? 15%, c'est justement la compensation du salaire de l'assistante. Une assistante au fauteuil à 100% produit autant que ce qu'elle coûte. Donc, sa présence est complètement équilibrée par son action au fauteuil, à condition qu'elle assiste à 4 mains et non pas qu'elle soit à côté de vous en train de vous regarder ou de croiser les bras. D'accord? L'assistante doit être impliquée dans l'acte et c'est ce que je fais dans tous mes cours d'ergonomie. Et chaque mois, je fais des cours d'ergonomie à Paris ou en province et je suis heureux chaque fois de montrer aux assistantes à quel point elles peuvent être impliquées dans les actes et de faire découvrir aux praticiens à quel point ils peuvent s'appuyer sur elles. On a des assistantes formidables, compétentes, impliquées. Mais laissez-les se spécialiser. Quand je dis se spécialiser, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait faire plus que ça. Ça veut dire qu'elle sera meilleure dans ça parce qu'elle va être totalement responsable. Mais si elle doit aider sa copine à l'accueil, elle pourra le faire, bien sûr. Elle n'est pas devenue idiote et elle sait toujours répondre au téléphone ou donner un rendez-vous. Sauf qu'elle va se spécialiser au fauteuil. Tandis que l'autre assistante, l'assistante administrative, elle va se spécialiser en administratif. Alors, pourquoi se spécialiser? D'abord, pour la raison que je viens d'indiquer juste avant, c'est qu'une assistante doit être totalement occupée dans sa fonction. Une assistante fauteuil, elle est occupée à 100%. Du coup, j'ai besoin d'une assistante administrative parce que je ne sais pas à quel moment le téléphone va sonner et toutes les demi-heures ou 3/4 d'heure, un nouveau patient va arriver, va rentrer, il faut que je le salue, il faut que je l'encaisse, il faut que je lui donne une ordonnance, il faut que je lui donne... voilà, il y a toute une série de choses à faire. Mais il y a une autre particularité. C'est le profil psychologique. Les qualités d'une assistante fauteuil, c'est quoi? C'est principalement la rigueur, la constance, le côté, je l'appelle la carré si vous voulez. Il faut être extrêmement carré, rigoureux, précis, aimer les gestes répétitifs, aimer la monotonie
qu'engendre un protocole clinique, mais qui est rassurant aussi. C'est pas monotone, même si je voulais par ce mot expliquer que c'est des choses qui sont redondantes. Alors que quand on est assistante administrative, on est tout à fait en rondeur, on est loin d'être carré, il faut s'adapter en permanence, rien n'est jamais pareil. Un patient arrive en retard, il arrive en avance, il a oublié d'amener son dossier, il n'a pas amené son mode de règlement, il est en colère, il veut une urgence. Et chaque fois, l'assistante administrative doit s'adapter à ça et prendre des décisions, bouleverser éventuellement l'agenda. Donc c'est en permanence quelqu'un qui doit accepter cela et être dans l'adaptabilité. Ce qui est extrêmement difficile pour une assistante fauteuil. Alors bien sûr, nos assistantes sont capables de le faire, mais ça veut dire qu'elles forcent leur tempérament habituel pour satisfaire l'autre élément. Et je vois bien, quand j'ai une très bonne assistante fauteuil, ben en général au téléphone, c'est pas la meilleure. Et quand j'ai une très bonne assistante conseil, puisque je préfère l'appeler comme cela, l'assistante conseil, eh ben, elle aime bien que les choses se passent différemment chaque jour, elle n'aime pas la monotonie. Et si vous avez la chance d'avoir une assistante polyvalente qui est exceptionnelle, qui fait tout bien, d'accord? Elle existe, ça existe, on en trouve. Mais est-ce que je préfère avoir une personne extraordinaire, merveilleuse, et que dès qu'elle va avoir le moindre maladie, le moindre arrêt, le moindre retard, mon cabinet s'arrête? Parce que la personne exceptionnelle n'est pas là, plutôt que d'avoir un système organisationnel basé sur des protocoles qui sont duplicables par n'importe quel employé. L'employé est génial, ça doit être le praticien. Lui, il doit être génial, il doit être exceptionnel. Mais au niveau des assistantes, même si je veux des assistantes intelligentes, performantes, sympathiques, évidemment que je veux les meilleures personnes à mes côtés. Mais je vais leur demander surtout de respecter des protocoles d'organisation pour ne pas mettre en péril le cabinet dentaire. Des choses duplicables. Et puis, il y a un nouveau métier qui apparaît de plus en plus, qui est l'assistante prophylaxie. Chez Efficience, nous avons créé déjà ce poste-là il y a 12 ans. Ça fait 12 ans que nous recommandons de faire des séances de prophylaxie, donc de prévention au niveau des patients, en toute légalité, hein, puisqu'on ne travaille pas en bouche, bien sûr, mais on a de nombreuses assistantes qui ont été formées par nous et qui interviennent dans les cabinets sur la partie communication, contrôle, test, qui font gagner environ une demi-heure à 40 minutes au praticien, qui lui intervient après sur la partie clinique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un vrai métier en soi. Et comment est-ce qu'une assistante peut se partager d'un poste à l'autre? C'est pas possible. Et puis, il y a les locaux. Il y a la réflexion à mener sur les locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, un cabinet dentaire, ça doit être toujours une salle d'attente fermée, un petit couloir éclairé par une ampoule à 40 watts, une banque d'accueil derrière laquelle il n'y a personne, où j'aperçois une chevelure impersonnelle. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est l'image que donne le cabinet traditionnel. Aujourd'hui, il faut le repenser l'accueil, supprimer les salles d'attente. Et là aussi, je suis ravi, j'applaudis Covid-19, qui nous permet de prendre conscience de cela. J'étais il y a 2 jours dans un cabinet dentaire et je les félicitais en disant « Ah super, vous n'avez pas de salle d'attente, magnifique !» Ils avaient mis des chaises dans un couloir. Ils me disent « Non, non Robert, avec le Covid, en fait, on a pris les mobiliers de la salle d'attente et on les a disposés dans le couloir. » Je leur ai dit « Mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il fallait faire avant. » Et du coup, vous avez libéré une pièce et du coup, vous avez la place pour créer une salle de diagnostic. Effectivement, pourquoi avoir une salle d'attente? Pourquoi envoyer ce signal au patient? Chez moi, tu vas attendre. Mais non! Prévoyez plutôt un espace d'accueil de 20 à 30 mètres carrés qui va pouvoir refléter l'image de votre cabinet, qui va envoyer votre identité. Dès que je rentre dans votre cabinet, je veux savoir à qui j'ai affaire. Donc, créez un lieu intimiste qui vous ressemble, qui vous représente. Si vous êtes passionné de bateau, faites une décoration de bateau, mettez des tableaux de bateau, que je comprenne qui vous êtes. Si, voilà, envoyez-moi un signal.
qui me dit le niveau de qualité. Si vous me mettez des chaises en bois avec des revues chiffonnées, ben, vous m'indiquez que vous ne me respectez pas et que vous allez m'offrir une dentisterie bas de gamme. Si par contre vos revues sont, il n'y en a que quelques-unes, 3 ou 4 posées sur un coin, il y a 2 chaises dans la salle d'attente tout simplement, eh bien je me dis, bon déjà ici je ne vais pas attendre. Deuxièmement, il y a 2 ou 3 revues et elles sont sous des blisters bien protégés, de qualité, et je m'aperçois que je suis en train de lire une revue qui vient de sortir 2 jours avant. Ben, j'apprécie, je sais déjà que je suis dans un cabinet qui se met à jour, qui se tient au courant, qui respecte le patient. Et je vais certainement être satisfait de l'expérience que je vais vivre dans ce cabinet. Tout ça, vous pouvez le transmettre avec votre salle d'accueil. Le bureau, fermé. Ne mettez pas votre assistante derrière une banque d'accueil. C'est impersonnel. Et vous avez vu justement, là encore une fois, merci le Covid-19. On voit bien que ça pose des problèmes d'asepsie. Du coup, on est en train de mettre des vitres pour faire des guichets comme à la Sécu. Tous mes clients qui me suivent et qui m'accompagnent depuis 20 ans ont, eux, fait des bureaux fermés, vitrés. Et donc, on a zéro problème. Le Covid-19, ça ne nous a pas posé de problème puisqu'on n'a pas de salle d'attente et qu'on a des bureaux fermés. Et tout était réglé. La majorité de mes clients disposent d'une salle de diagnostic. C'est une petite salle dédiée uniquement au diagnostic. Dans cette salle-là, on peut disposer un bureau parce qu'on va faire s'asseoir le patient, on va parler avec lui, on va diagnostiquer, on ne va pas faire de soins invasifs, pas du tout. On compte dans le monde 5 800 946 cas confirmés. Voici un exemple de cabinet dentaire moderne aujourd'hui. Je vous le montre parce qu'il représente assez bien l'idée que je me fais du cabinet aujourd'hui. Vous remarquez qu'on rentre à gauche dans un open space avec un espace attente qui est décomposé en 2. Là, l'architecte a fait 5 dessins de fauteuils, mais en fait, il y a 2 ou 3 fauteuils à gauche et 2 fauteuils à droite pour les enfants éventuellement. Okay, mais tout ça dans un espace relativement ouvert d'une trentaine de mètres carrés. Et vous avez, comme c'est un cabinet de plusieurs praticiens, vous avez 2 bureaux administratifs fermés. C'est-à-dire que si l'assistante administrative quitte à 17h, ben elle sort, elle ferme son bureau à clé et elle s'en va. Mais il n'y a pas de banque d'accueil et il n'y en a pas besoin. Vous observez en haut, à gauche, la première salle de soins, c'est une salle de diagnostic qui sert à la photo, aux empreintes numériques. Elle est composée d'un bureau qu'on ne voit pas là. Encore une fois, c'est des dessins d'architectes, ce n'est pas la version définitive. Et il y a un petit bureau qui est une table ronde où on peut s'asseoir et discuter avec le patient pour le connaître. Et ensuite, on a un fauteuil simple, sans unité, sans crachoir, qui nous sert uniquement à la consultation. Souvent d'ailleurs un fauteuil de type médical ou c'est pas obligatoirement un fauteuil dentaire. Je veux juste ouvrir la bouche du patient, regarder sa bouche et éventuellement faire une empreinte optique et des photos. Ensuite, vous avez en bas, sur la droite, complètement à droite, vous avez une salle isolée, c'est la salle de prophylaxie, de préparation prophylactique. Là aussi, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de crachoir. Il y a un lavabo contre le mur où on explique au patient le brossage, on lui montre comment se brosser les dents, on le laisse faire, il y a un miroir, il y a du matériel permettant d'expliquer les brosses à dents, les brossettes, etc. Et il y a un fauteuil simple pour éventuellement un soin, mais non invasif, qui peut être un contrôle ou enlever des points de suture ou faire des petits actes comme ça avec de l'instrumentation éventuellement même jetable, son miroir précède jetable. Vous voyez que la salle de prophylaxie, on y accède soit par le côté de communication, directement de la salle d'attente, ou soit par la zone clinique, puisque on peut utiliser ce fauteuil avant ou après un soin invasif qui, lui, aura lieu dans une des 4 salles. En fait, là, c'est fait pour 2 praticiens, chaque praticien travaillant sur 2 fauteuils. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais quel excès quelle profusion de matériel. Oui, mais il faut raisonner de manière économique. Cette profusion de matériel, aujourd'hui, avec le Covid-19, la Covid-19 nous montre à quel point c'est important. Nos praticiens qui travaillent dans ces conditions ne perdent pas de temps. Dès qu'ils ont terminé sur le fauteuil numéro 1, ben, ils passent au fauteuil numéro 2 ou attendent déjà le patient suivant
qu'on a fait rentrer, il n'est pas resté en salle d'attente, on l'amène directement dans la salle de soins numéro 2. Les salles de soins font 9 mètres carrés, ce qui fait en tout 18 mètres carrés pour un praticien. Alors qu'aujourd'hui, vous avez 18 mètres carrés, sauf que vous avez mis qu'un fauteuil et votre bureau. Ici, il n'y a pas de bureau. On n'en a pas besoin. Le bureau, il est dans la salle de consultation, ou alors au sous-sol, il y a une cafétéria, il y a une salle de ping-pong, il y a un lieu de détente où le praticien va pouvoir décompresser, aller boire un café et se détendre. Mais il n'y a pas d'administration. Pourquoi? Parce que c'est soit des assistantes qui font l'administration, et c'est à elles de gérer, soit le praticien, il fait une consultation, il le fait dans la salle dédiée à la consultation. Soit il veut lire ses revues professionnelles, eh bien, il va dans son bureau privé, il va se détendre, même dans un salon, à regarder la télé s'il veut, mais donc ce n'est pas dans la zone dédiée aux patients. Voilà le cabinet moderne tel qu'il doit être conçu aujourd'hui. Voilà un autre exemple qui reprend la plupart des cabinets où j'ai qu'un seul praticien, des cabinets de ce type-là, nous en avons beaucoup installés ces 20 dernières années. Donc ça, c'est un modèle qui n'a pas été encore fini, mais c'était un projet qui est en cours. Mais c'est ce que je recommande. Si vous apercevez 3 fauteuils pour un seul praticien. C'est l'installation standard que je recommande pour tout praticien. On n'est pas sur des quantités importantes. Là, on est quand même sur un local qui fait 120 mètres carrés, mais on pourrait avoir à moins. Hein. Remarquez qu'on rentre dans un open space, ok, qui est à tente. On a en face de soi un bureau vitré fermé, où l'assistante peut voir qui arrive, avec une porte ouverte fermée, selon le besoin. On a un WC handicapé, on a une salle de panoramique à gauche et une salle de consultation. Toujours pareil, la salle de consultation est un petit peu petite, à peu près 8 mètres carrés, je crois, 7-8 mètres carrés, avec un coin bureau pour discuter et un fauteuil pour l'empreinte ou les photos. Toujours pareil, là, c'est un investissement, c'est quelques milliers d'euros, c'est pas très coûteux à faire. Une salle de consultation, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a juste quelques mètres carrés, et ces mètres carrés, on les a gagnés en faisant des salles de soins plus petites. Donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires extraordinaires. Sauf que c'est un lieu convivial où le praticien sait qu'il est détendu et il est là pour écouter et pas pour soigner. Et quand il rentre dans sa zone active, sa zone de soins, il a 2 salles de soins, ce qui lui permet d'enchaîner les rendez-vous sans perdre de temps. Les patients sont amenés directement dans les salles de soins et vous remarquez qu'il y a une zone contrôlée. Juste après le bureau de diagnostic, on a l'entrée de la zone clinique qui est contrôlée, donc avec des surchaussures, et on ne pénètre que les gens qui doivent être soignés à l'intérieur. Voilà, et puis il y a une partie détente, bureau privé du praticien et cuisine pour les pauses café. Voilà, et ça c'est le cabinet que je recommande aujourd'hui et il faut s'en donner les moyens. Au niveau de l'expression, je vous parlais tout à l'heure de l'identité que vous représentez. Quand je rentre dans votre cabinet, il faut que je comprenne ce que vous allez me proposer, quel niveau de dentisterie vous me proposez. Regardez la première photo en haut à gauche où on voit un genre de couloir avec 3 fauteuils disposés de manière séparée d'ailleurs, un mur végétal assez sympathique. Eh bien voilà le lieu d'accueil de ce cabinet et la salle d'attente. Imaginez ce que vous ressentez quand vous rentrez dans un lieu comme ça. Vous sentez que vous êtes pris au sérieux et que vous avez affaire à quelqu'un, un professionnel, qui ne va certainement pas vous faire attendre. Et puis, vous avancez et vous voyez un bureau fermé, tout vitré, dans lequel se tient une personne. Et vous voyez qu'elle est occupée, ben vous allez attendre qu'elle ait fini. Ou bien le bureau sera fermé, ou bien il sera ouvert pour vous inviter à vous avancer et l'assistante vous recevra dans les meilleures conditions. Le bureau fermé, mais vitré, absolument, il faut qu'il soit vitré, permet la confidentialité et phonique et visuelle. Vous le voyez en bas, dans la 3e photo, en bas, on voit toujours un open space avec une salle d'attente, là un petit peu plus importante, ce qui n'était pas utile d'empiler autant de fauteuils, mais bon, le praticien a décidé. On aperçoit la salle de panoramique juste à gauche, puisqu'on a le côté consultation qui est vers la gauche, et on voit le bureau de l'assistante administrative juste devant. Donc l'assistante administrative voit tout ce qui se passe au niveau de l'entrée et de la sortie du cabinet. Voilà. Deuxièmement aussi, un cabinet, souvent,
c'est important de donner une dimension importante à votre cabinet, que les gens ressentent qu'ils sont dans un lieu où on est bien accueilli et où on va avoir un service de qualité. Et donc, il faut soigner cet espace que j'appelle l'espace de communication, qui doit être complètement différent de l'espace clinique, qui lui doit être aseptisé, et on est là pour soigner, donc c'est pas là qu'on communique, quoi. Si on doit communiquer, on retourne vers la salle d'attente ou vers le bureau, et on va communiquer dans le bureau. Tout ça pour marquer votre identité. Donc, il est bon aujourd'hui d'avoir un logo, d'avoir une identité. Moi, je recommande fortement d'utiliser le terme de clinique dentaire, qui est totalement autorisé, il n'y a aucune raison le mot n'est pas protégé, donc vous avez le droit de dire clinique dentaire, beaucoup le font, ne vous gênez pas de ça, vous êtes une clinique dentaire, dans la mesure où dans la notion de clinique, il y a la notion de pluridisciplinarité, et je vous disais tout à l'heure à quel point c'est important d'apporter un service global à son patient. Donc la communication, je vous en ai parlé, elle doit se faire de quelle manière? Eh bien, dans une salle, avec une zone de communication qui disposera éventuellement d'un écran ou d'une tablette, où on va passer un message, on va écouter le patient surtout, et essayer de comprendre ses attentes et ce qu'il souhaite. Mais il faut choisir entre communiquer ou soigner. C'est pas la même chose. Communiquer, c'est être à l'écoute du patient. C'est lui qui doit parler principalement. Qu'est-ce qu'il a amené chez vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et essayer de comprendre sa motivation, l'intérêt pour sa problématique ou pas. Et il est très difficile, lorsqu'on soigne un patient et qu'on l'allonge, de le faire travailler dans les meilleures conditions au fauteuil. Même si ici, vous voyez une patiente souriante, ben c'est pour la photo qu'elle sourit. Mais allonger un patient et lui dire « Allez-y, racontez-moi ce que vous avez » alors qu'il a la bouche ouverte, ben vous savez très bien, c'est vous qui interprétez tout. C'est vous qui décidez pour lui. Donc c'est important qu'il faut distinguer, communiquer ou soigner. Et le mieux, c'est de séparer les fonctions par deux salles différentes. Encore une fois, ça ne représente pas un investissement excessif, loin de là. Et ça ne représente pas des mètres carrés en plus, loin de là. La salle de communication doit être conviviale, sympathique. Elle doit dégager une impression de sécurité, d'asepsie. Il faudra mettre en avant vos spécialités, ce que vous êtes, votre identité. Si vous avez des diplômes à mettre, c'est là qu'il faut les mettre et pas dans vos salles de soins. Tout ça est important parce que la dentisterie moderne aujourd'hui tourne autour de 16 disciplines. Eh oui, 16 disciplines. Alors c'est moi qui dis 16 disciplines. Parce que j'avais lu un article américain qui parlait des 7 disciplines. Et en fait, il parlait de l'implantologie, de la paro, de l'ortho, mais il ne parlait pas des soins conservateurs, et il ne parlait pas de la dentisterie sociale. On aurait dit qu'il parlait que de ce qui rapportait de l'argent. Alors je me suis posé la question, je me dis, mais c'est quoi une spécialité? Pourquoi est-ce qu'on peut parler de discipline? Et surtout que j'avais lu un autre article quelques années après d'une praticienne et une spécialiste en paro qui parlait de 12 disciplines. Alors déjà, ça me plaisait mieux ce qu'elle disait. Moi, j'en ai trouvé 16. J'en ai trouvé 16 et pour moi, une discipline, c'est quoi? C'est un acte que certains font et que d'autres ne font pas. Eh bien, il y a des praticiens qui ne font pas de soins conservateurs. Les implantos, les orthos ne font pas de soins conservateurs. Et vous avez des praticiens qui font 80% de soins conservateurs, uniquement. Les pédos, par exemple. Donc, la prothèse conjointe, la prothèse adjointe, l'endodontie, l'occlusodontie, ortho, paro, chirurgie, implanto, dentisterie sociale. Pourquoi je mets dentisterie sociale? Eh bien, parce que traiter un patient qui est CMU impose d'utiliser ce qui est dans le panier de soins CMU. Parce qu'on sait que ce patient ne pourra pas avoir accès à l'implantologie parce qu'il n'aura pas les moyens. Par définition, s'il est CMU, il n'a pas le budget, même si on sait que ce n'est pas toujours vrai, mais je dois, en première intention, essayer d'avoir une réflexion sur mon plan de traitement lié au panier de soins qui m'est imposé. Donc peut-être que je ne pourrais pas faire de paro, peut-être que je ne pourrais pas faire d'ortho ou d'implanto ou d'esthétique, donc je dois l'exclure a priori, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le proposer,
mais a priori pour aller vers une dentisterie adaptée à la problématique de ce patient-là. D'accord? En tout cas, dans le diagnostic, ce que je vous dis là, c'est dans le diagnostic. À la fin de mon diagnostic, peut-être que je serai amené à lui dire, dans votre cas, je suis désolé, on va devoir parler d'autre chose que de la dentisterie sociale. Mais ça, je ne le ferai qu'en fin de séance de diagnostic, une fois que je l'aurai écouté et compris ses attentes. La prophylaxie, je vous en ai parlé, qui est une spécialité en soi. La maintenance, puisque nous avons d'ailleurs des hygiénistes pour ça. L'orthoposturologie, la pédodontie, bien sûr. Et puis la dentisterie écologique qui a émergé il y a quelques années, qui est une approche de la dentisterie un petit peu spécifique, où les praticiens qui appliquent ces disciplines font plutôt une dentisterie à minima, vont plutôt privilégier les inlays, pas de métal, des implants zircones, certains types de produits en évitant certains matériaux ou certains procédés chimiques. Voilà, donc c'est une réflexion aussi appropriée et je pense à mon amie Catherine Rossi quand je parle de cette discipline qui elle est complètement dans ça. Donc, vous voyez, autant de disciplines, donc la dentisterie est complexe aujourd'hui. Et vous devez répondre à tout ça. Mais plus encore, il manque une discipline, la 16e discipline, qui à mon sens est la plus importante de toutes, c'est la prosthodontie. Et la prosthodontie, c'est quoi? Je vais vous en donner la définition parce que souvent, quand on parle de prosthodontie, les gens me disent oui, mais c'est la prothèse. Non, c'est le diagnostic global dans un objectif de plan de traitement global. C'est-à-dire la prosthodontie tient compte de l'ensemble des disciplines et apporte une réponse globale. C'est l'architecture de la bouche. Et c'est en ce sens, je travaille actuellement avec des praticiens nord-américains, puisque cette discipline est enseignée aux États-Unis et au Canada, avec 2 années supplémentaires, un DU de 2 ans, complémentaire à la formation initiale du chirurgien dentiste. Voilà. Et donc c'est important parce que c'est le diagnostic global aujourd'hui qui a pris tout son sens et où le praticien doit absolument maîtriser cette notion de prise en charge globale du patient. Mais c'est aussi la gestion des maladies pluridisciplinaires. On sait aujourd'hui que ça va au-delà de la dentisterie avec les maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Voilà. Mais c'est aussi encore un enjeu économique. Beaucoup de choses, ce cabinet moderne qu'on doit repenser, l'organisation doit la repenser. Je viens de vous expliquer le cabinet, vous montrer un exemple de plan de cabinet. Effectivement, c'est les nouveaux enjeux. Des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Alors sociaux parce que on doit tenir compte du contexte de notre société moderne, technologique, parce qu'on ne peut pas se priver des outils technologiques qui nous sont proposés aujourd'hui, économique, parce que le budget de création d'un cabinet dentaire n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans, avec l'apparition de nouvelles technologies, mais très coûteuses, mais qui sont absolument nécessaires. Donc comment les intégrer dans le cabinet? Et puis politique, et là je parle de politique de santé, je ne parle pas de politique politicienne. La politique de santé, c'est-à-dire selon le pays où vous êtes, quelle est la politique du pays? En France, par exemple, on a une politique de santé qui nous est souvent enviée par nos confrères, mais moi je pense que je préfère être au Maroc. Parce qu'au Maroc, justement, il n'y a pas de limite et vos confrères marocains sont tout à fait à l'aise dans cette relation avec le patient parce que le patient, il paye, quoi. Il n'y a quasiment rien qui est pris en charge et donc le patient est éduqué à payer. Il sait quand il va chez le dentiste qu'il faut payer. Alors qu'en France, on a ce problème-là. Le patient, quand il va chez le dentiste, il pense que c'est gratuit. Donc ça nécessite un comportement de la part du dentiste complètement différent. En Tunisie, c'est encore autre chose. Aux États-Unis, c'est encore autre chose. Donc, on est obligé de tenir compte de cette notion de politique sociale du gouvernement. Il y a aussi le fait qu'il y a une évolution forte, là ça concerne surtout la France, et je veux attirer votre attention sur cet aspect-là. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 16 000 cabinets individuels. Souvenez-vous de ce chiffre, 16 000 dentistes qui travaillent tout seuls, vraiment tout seuls. Tous les autres sont soit en groupe, dans des cabinets de groupe SCM, soit en société, type CELARL, on en a de plus en plus. Alors, dans les CELARL, on peut avoir des dentistes salariés ou des dentistes associés minoritaires
peu importe, pour moi, ce sont des dentistes libéraux, hein, qu'on soit individuel, groupe ou société, c'est une dentisterie libérale. Comparé avec la dentisterie qu'on trouve dans les centres, où là, soit on est salarié, bien sûr, automatiquement, et on est dépendant d'un système organisationnel de santé qui va être géré par la mutualité française ou par des centres privés ou municipaux. Et donc là, ce n'est plus de la dentisterie libérale, c'est complètement différent. Donc vous voyez que la dentisterie libérale représente encore une part importante, puisqu'on est à peu près à 36 000 dentistes libéraux. C'est la majorité des dentistes et on a à peu près 4000 et quelques dentistes qui sont soit dans des centres, soit dans des établissements de santé publique. Voilà. Mais plus important que ça, donc, au-delà des 86 000 qui travaillent en libéraux, qu'il faut absolument préserver cet exercice libéral, je fais une petite parenthèse avec justement le Canada. Je regardais ce matin un article sur un groupement canadien qui regroupe les dentistes libéraux pour créer des synergies entre eux. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait en France avec l'association Clinique Dentaire de France, dont je suis à l'origine, et qui a pour but de regrouper des praticiens de façon à créer des synergies et ne pas rester seul. Donc déjà se regrouper. Deuxième élément, 50%, disons, des praticiens français ont plus de 50 ans. 50% ont plus de 50 ans. Donc, à peu près 20 000 dentistes ont plus de 50 ans. Ces 20 000 dentistes, dans les 15 prochaines années, vont partir à la retraite. 20 000 dentistes vont partir à la retraite. Et regardez à droite, 16 000 dentistes sont individuels. En clair, je suis en train de vous annoncer la fermeture définitive des cabinets individuels. C'est évident. Aujourd'hui, tous les cabinets individuels sont en train de fermer progressivement parce que les praticiens d'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer tout seuls et qu'ils doivent soit se regrouper, soit travailler en société, soit aller travailler pour un centre. Surtout que 46% des praticiens aujourd'hui sont des femmes qui ont conscience de préserver une qualité de vie, un équilibre, ce qui est très bien. Les hommes aussi, d'ailleurs, les jeunes aussi, on dira plutôt les jeunes, mais la féminisation de la profession accentue cela. D'accord. Et permet d'ailleurs à des hommes d'oser aussi dire ben moi aussi j'ai envie de travailler que 32 heures ou même moins. Et c'est une bonne chose, il faut s'y faire. Souvent je discute avec les seniors, je fais partie des seniors moi aussi, mais je dois dire aux confrères seniors, je dois leur dire mais accepte cette nouvelle règle du jeu que nous imposent les jeunes. Ils veulent travailler moins, ils sont plus conscients de profiter de la vie, mais tant mieux, ils ont raison, c'est pas nous qui avons raison, nous qui bossons 50 heures par semaine. Non, on a été habitués à ça, d'accord, faisons-le, mais n'obligeons pas nos jeunes à faire comme nous les mêmes erreurs. Et donc, ça demande aussi une organisation particulière. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça qui va donner une organisation particulière. Et je suis ravi, moi, d'avoir de plus en plus de femmes qui viennent nous rejoindre chez Efficience. Et ça montre l'importance qu'elles prennent dans la profession. Et elles amènent effectivement leur désir d'équilibre de vie, mais qui doit être concilié avec un équilibre économique. Et, c'est ça la réponse que je veux vous apporter ici, ou en tout cas la sensibilisation aujourd'hui que je veux vous faire ressentir. Et vous voyez que si on a 46% de femmes, on a quand même 60% de femmes parmi les moins de 30 ans. Et chez les étudiants, on est à plus de 70%. Quand je vais d'ailleurs au Maghreb et surtout en Tunisie, par exemple, mais même en Algérie, il y a énormément de femmes qui se dirigent vers la profession. Donc, il faut s'organiser par rapport à ça. Il faut organiser la dentisterie de demain qui est déjà là aujourd'hui, qui a démarré depuis 10 ans déjà. Il faut l'organiser avec les recommandations que je vous donne. Et je vous donne les réponses. Elles sont là, les réponses. Il suffit de faire ça. Ce que je viens de vous dire ou ce que je vais vous dire maintenant. Avançons. Et ça, c'est important parce qu'arrivent de nouveaux acteurs dans le marché. Alors, pour le moment, sur la France, enfin l'Europe, les pays dits modernes, mais ça sera bientôt le cas au Maghreb. D'ici une dizaine d'années, on va voir émerger aussi dans ces pays-là des structures comme ça, qui sont des structures avec des investisseurs. Donc déjà des financiers, des industriels, on va dire, qui appliquent leur méthode industrielle de mondialisation, ils l'appliquent aux dentaires. Et ils arrivent, comme Dantego, qui est l'exemple frappant en France, qui crée un centre par semaine en France en ce moment, d'accord,
et qui amène une réponse. Aujourd'hui, c'est inévitable et je dirais que ça a du sens. Ça va avec l'évolution moderne. Dantego apporte effectivement des plateaux techniques qui peuvent être partagés et du coup, ils ont des synergies entre eux et ils arrivent à réduire les coûts et à offrir une offre pluridisciplinaire à leurs patients. Le dentiste libéral, face à ça, doit apporter une réponse. S'il ne l'apporte pas, il va disparaître. Déjà, sur l'île de France, on voit très bien l'influence de Dantego, qui aura d'ici quelques mois un centre dans chaque arrondissement. Et ils sont en train de créer la même chose sur toute la France. Vous voyez ici, il n'y a que pour le moment l'Ouest qui n'est pas encore vraiment couvert. Regardons ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, on avait 32 000 dentistes en 2013. Ils ont libéré le numerus clausus et on a fabriqué 8 000 dentistes de plus. Du coup, il y a 40 000 dentistes, c'est-à-dire beaucoup trop par rapport aux besoins nécessaires. Donc ça a généré un problème avec ce nombre de dentistes trop important de chômage. On a eu un chômage qui s'est accru en Espagne et qui touchait aujourd'hui 30% des dentistes qui sont diplômés, sont touchés par le chômage, c'est énorme, 30% de dentistes, dont la moitié sont des jeunes de moins de 30 ans, qui n'ont donc jamais travaillé ou qui n'arrivent pas à trouver un travail à plein temps. L'autre moitié, ce sont des dentistes solos qui ont été écrasés par les centres qui se sont créés et qui ont déposé le bilan parce qu'ils ne pouvaient plus être rentables face à la concurrence émergente en Espagne, puisqu'il y a énormément de cliniques en Espagne. Et du coup, énormément de dentistes se sont orientés vers le salariat. Bon, ça a produit de la non-qualité, ça a produit quelque chose qu'on ne souhaite pas, un dumping sur les prix, et c'est une véritable catastrophe actuellement en Espagne. Mais ça, c'est parce qu'on n'a rien fait. Moi, je défends cet esprit libéral français. Je dis, et des autres pays d'ailleurs, je dis, le libéral est important, parce que le libéral, c'est celui qui fait avancer la profession. L'esprit libéral, c'est vouloir faire mieux qu'hier, c'est vouloir apprendre et donner plus à son patient. Donc j'aime cette idée d'esprit libéral et je veux défendre le dentiste qui défend cette idée-là. Et je dis à ce dentiste libéral qu'il peut lutter à armes égales avec tous ces grands groupes financiers sans aucun problème, à la condition de modifier son système organisationnel et de comprendre que tout seul, il n'y arrivera pas. Et c'est très difficile de vous faire changer de mentalité. C'est très difficile. À chaque fois que je discute avec vous, vous êtes extrêmement individualiste. Et c'est ça qui est en train de vous tuer. Regroupez-vous. C'est important. Surtout que Dantego est un exemple, mais arrivent d'autres groupes financiers tels que Colosseum. Et pourquoi je vous parle de Colosseum? Parce que Colosseum est un groupe dental qui est né il y a quelques années, il y a 3 ans, 3-4 ans que Colosseum est né. C'est un groupe financier, ça appartient au groupe Jacob. Si vous ne savez pas ce que c'est Jacob, ben vous tapez sur Internet Jacob AB. C'est une société suisse, c'est une fondation en fait, une fondation caritative dont tous les revenus sont dédiés à l'aide à l'enfance. Donc des valeurs fortes dans ce groupe. Il possède Suchard, il possède 25% du chocolat mondial, il possédait Adecco, le numéro 1 de l'intérim, ils l'ont vendu récemment. Donc c'est un groupe financier considérable et qui travaille avec des valeurs de qualité. Et ils ont décidé d'attaquer le dentaire. Aujourd'hui, ils ont 250 cliniques à travers le monde. Je crois qu'ils n'arrêtent pas de développer, hein, ça bouge tous les jours. Donc beaucoup en Europe, ils sont en train de s'introduire sur le marché européen et américain. Et ils sont en train d'arriver en France. Il va y avoir une ouverture en France très prochainement. Donc ce groupe, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce qu'ils apportent des solutions aux chirurgiens dentistes intéressantes. Donc ces groupes financiers industriels, on a vu commencer arriver les low cost qui ont pourri le marché. Mais ensuite, on a vu arriver des structures plus sérieuses comme Dentifrice, comme Dantego, qui s'efforcent d'apporter un service de qualité. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et c'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est une dentisterie moyenne pour le moment. Mais ça va évoluer. Mais ces grands groupes vont se donner les moyens. Ne croyez pas qu'ils vont continuer à faire une dentisterie médiocre ou bas de gamme. C'est une erreur de penser ça. C'était le cas sur... Désolé pour ce que je vais dire, mais pour la mutualité. Dans la mutualité, on trouvait effectivement des dentistes qui faisaient une dentisterie sociale parce que les gens qui venaient n'avaient pas d'argent. Mais demain, tout ça est en train d'évoluer.
les patients sont en train d'aller vers ces centres parce qu'ils sont visibles, ils sont identifiés. On voit des grandes vitrines. Vous allez dans Paris, vous ne pouvez pas les rater, quoi. D'accord? Et du coup, le patient y va, mais c'est plus le même patient, c'est pas le patient qui n'a pas les moyens. Et donc, du coup, ça attire aussi des praticiens qui ont envie d'évoluer, des jeunes praticiens. Et ces structures les forment, et les forment relativement bien. Donc ça va attirer la jeunesse. Les jeunes dentistes se disent après tout pourquoi pas. Ils sont respectés par des revenus corrects, ils n'ont aucun souci, ils ont le matériel le plus à la pointe et ils sont formés. Si vous êtes un dentiste libéral et que vous voulez continuer à exister, il faut que vous battiez à égalité avec ces centres, en offrant à vos futurs collaborateurs et futurs associés la même qualité. Et vous pouvez le faire. Mais c'est simplement une modification des paradigmes, voir les choses différemment et s'organiser différemment. Pensez votre cabinet comme un cabinet moderne. Je reprends l'exemple des 4 fauteuils avec une salle de prophylaxie, un open space dès qu'on rentre, des salles de soins sans bureau, réduites, une salle dédiée à l'asepsie, des bureaux fermés. Côté investissement, vous devez investir dans le haut de gamme, mais changez votre façon d'investir. Alors, c'est là que c'est difficile parce que le budget est important. En fait, quand vous équipez une salle de soins, le budget est de 15 000 à 45 000. Grosso modo, un fauteuil dentaire, que le fauteuil dentaire, c'est 15 000 euros à 45 000 euros selon la qualité, si vous voulez, en haut de gamme. À 15 000 euros, ils sont très bien, hein, c'est pas moins bien, c'est simplement un peu moins sophistiqué, on va dire. Et puis, il y a tout ce qui va à côté. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'équipe une salle de soins, même à minima, je suis un dentiste solo, je veux m'équiper à minima, c'est minimum un ticket de 50 000 euros. Et ça peut aller à 500 000 euros pour un praticien tout seul. Hein. Eh oui, si je prends le CEREC, si j'installe un bloc pour pouvoir travailler, si je prends un scanner, ben, je vais vite monter à 500 000 euros. Donc, on va de 50 000 à 500 000 euros. Vous imaginez bien que si je suis à 50 000, ben, je n'ai pas la même qualité, les mêmes services que je peux proposer à mes patients. La bonne réponse, c'est 500 000. Sauf que 500 000 pour moi tout seul, c'est 10 fois trop. Et je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas accéder à toute la technologie dont j'aurais besoin. Et pourtant, avoir un microscope opératoire, c'est nécessaire. Avoir un système de méopas pour faire bénéficier aux patients de cette technologie, c'est super intéressant. Avoir un thermodésinfecteur, avoir un système de désinfection des instruments rotatifs, un système de détection des teintes, en fait tout ça, toute cette technologie, elle est importante. Avoir une salle de diagnostic équipée, voilà, une salle de diagnostic avec ce qu'il faut pour prendre des photos, une caméra, un système de prophylaxie, un microscope un microscope d'analyse. Tout ça, ça coûte, ce sont des budgets importants. Et si j'acquiers tout ça, si je m'équipe de tout ce matériel pour ne travailler qu'une trentaine d'heures, c'est quand même assez stupide. Alors que dans une semaine, il y a 72 heures dans une semaine sans forcer, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, 6 jours sur 7, il y a 72 heures. Ce qui veut déjà dire que je pourrais avoir 2 praticiens qui tournent sur le même équipement sans même se rencontrer. Et si je mets 2 fauteuils, je peux faire tourner 4 praticiens. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. En fait, à la question, faut-il encore investir en tant que libéral? La réponse est oui, absolument. Mais investir réellement, se donner les moyens, se faire assister, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas, se faire assister par du personnel, se faire assister, et là je vais prêcher pour ma paroisse, par des consultants, pour moi ou mes confrères. Travaillez avec qui vous voulez, mais ne restez pas seul. Faites-vous aider par des gens qui connaissent les ratios de rentabilité, qui vous aideront à faire un prévisionnel, qui vous aideront à concevoir votre budget, à créer le cabinet moderne, à trouver les associés, les collaborateurs, le personnel. Donc aujourd'hui, la mission des gens qui doivent vous aider doit être une mission pluridisciplinaire, eux aussi. On a le devoir, je parle pour mon métier là, de vous apporter une solution globale. Donc il faut qu'on vous aide dans toutes vos problématiques.
Et ça, c'est d'autant plus essentiel que l'aspect financier du chirurgien dentiste se dégrade de plus en plus. En 1986, le bénéfice d'un chirurgien dentiste était de 46% en moyenne. En 2018, il est de 35%. Aujourd'hui, je connais beaucoup de praticiens qui se sont donné les moyens dont je vous parle depuis tout à l'heure. Eh bien, ils sont à moins de 20% de bénéfices. Si vous voulez équiper votre matériel, si vous voulez avoir les bonnes assistantes, si vous voulez avoir tout ça, eh bien, il ne vous restera qu'un bénéfice inférieur à 20%. Alors, pourquoi le faire? Eh bien, il faut le faire parce que votre patient le mérite bien. Il faut le faire parce que vous allez y gagner en qualité de vie. Il faut le faire parce que vous allez y gagner en qualité technique. Vous allez pouvoir acquérir le matériel le plus performant qui soit. Vous ne pouvez pas hésiter sur ça. Voici un tableau je vais essayer de me servir de ce tableau pour vous expliquer cela. Vous voyez en haut, vous avez les différents chiffres d'affaires. Je me suis arrêté à 400 000 euros pour montrer l'exemple d'un praticien solo lambda. Donc pas besoin d'être le roi de la forêt. Le chiffre d'affaires va de 250 à 400 000 pour un praticien qui travaillerait 1500 heures. Vous le voyez en bas, dans la colonne productivité horaire, 1500 heures, 1500. Et donc on voit, un praticien qui fait 250 000 euros, par exemple, il est à 167 euros de l'heure. Vous voyez le chiffre en bas ici, là, 167 euros de l'heure. Si je travaille 1500 heures, c'est ce que je dois faire. 167 euros, si vous êtes tout seul, ou avec une assistante secrétaire polyvalente, qui n'est pas trop forte, qui est plutôt mal payée, vous arrivez à peu près à ça, 167, 170, 180 euros de l'heure. Et regardez ce que ça va donner. Eh bien, vous pouvez, si vous faites ce chiffre-là, qui n'est pas terrible, mais vous ne pouvez consacrer que 20% à vos achats. Alors, le 20%, c'est les charges variables qui vont pas bouger. Dans tous les cas, c'est toujours 20%. C'est le prothésiste et le consommable. De toute façon, quel que soit le chiffre d'affaires, c'est toujours à peu près dans les 20%. Bien que déjà, c'est difficile de tenir ces 20%. Je vois beaucoup de cabinets qui, malheureusement, passent à 25, 27%, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur achat. Là aussi, la mutualisation est importante, elle vous permet de réduire vos coûts grâce au fait de travailler à plusieurs et donc de pouvoir mieux acheter. Les charges fixes, elles, ne peuvent pas dépasser 30%. Vous ne pouvez pas consacrer plus de 30% si vous n'êtes pas à un chiffre d'affaires supérieur à 400 000 euros. Mais 30% quand on fait 250 000, ce n'est que 75 000 euros. C'est-à-dire que vous ne pouvez dépenser que 6 500 euros, 6 200 euros par mois, donc 6 000 euros par mois, pour le loyer, l'électricité, le gaz, le chauffage, le téléphone, les crédits, les investissements. Donc c'est pas beaucoup. C'est très difficile déjà d'y arriver. Ensuite, si vous voulez une assistante polyvalente, c'est un budget de 37 000 euros pour une assistante payée normalement. Ou alors il faut prendre une assistante en contrat de professionnalisation et tous les ans vous changez. Mais vous n'en sortez jamais, vous n'aurez jamais une assistante compétente. Vous aurez toujours une assistante à former. Là aussi, ce n'est pas possible. Et souvent, vous faites l'impasse sur ce poste pour essayer de gagner un peu plus. Je vais y revenir. Après, vous avez vos charges sociales qui vous sont prélevées. Et ensuite, il y a le bénéfice qui vous reste. Donc, vous voyez, à 250 000 euros, au mieux, vous dégagez un bénéfice de 4 500 euros par mois. Maintenant, si vous sacrifiez l'assistante, vous gagnez plus, effectivement. Vous allez gagner 7 000 euros par mois. Sauf que vous allez faire la vaisselle, ouvrir la porte, répondre au téléphone. Ce n'est pas très sérieux. Passons directement à 400 000. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on progresse, et pour monter à 400 000, il faut travailler avec 2 assistantes. Mais regardez tout de suite, si je suis à 400 000, mes achats sont toujours de 20%, ça ne bouge pas. Mais concernant mon loyer, mes investissements, je dispose de 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, ça va beaucoup mieux. Avec 10 000 euros par mois, je peux avoir un local satisfaisant, je peux faire appel aux investissements nécessaires, etc. Je suis confortable. On voit bien que ce seuil de 400 000, je ne l'ai pas inventé, c'est le seuil critique. Si vous n'êtes pas à 400 000 tout seul, eh bien, il faut remettre en cause votre système organisationnel et essayer de travailler en groupé. La masse salariale est de 60 000, c'est-à-dire à peu près 2 assistantes. Donc là, je suis confortable. J'ai le moyen de me payer 2 assistantes.
je paye mes charges, environ 48 000 euros, malheureusement c'est beaucoup, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut payer, pour un bénéfice de 92 000 euros. Donc ma foi, je ne me plains pas, 92 000 euros, c'est la moyenne des bénéfices des dentistes français. Mais je vous rappelle que je travaille dans des conditions relativement confortables avec 2 assistantes et je me suis payé beaucoup de matériel. C'est ce que je vous envie à tous. Si vous gagnez 120 000 ou 130 000 ou 150 000 et que vous faites 400 000, c'est simplement parce que vous payez mal vos assistantes, ou que vous en avez qu'une, ou que vous ne faites pas les achats qu'il faut. Vous forcez la machine, ça tiendra un temps. Et ce n'est pas très sérieux. Bien sûr, vous gagnez plus, félicitations, mais ce n'est pas très sérieux. Vous avez l'obligation d'investir et de vous moderniser au risque de disparaître. Donc c'est pour ça que ça montre l'importance de se regrouper, parce que pour faire 400 000 euros, il faut déjà être un bon dentiste et regardez en bas. Si je veux travailler 1500 heures, eh bien il faut déjà que je sorte du 260 euros de l'heure en moyenne. Et si je veux travailler, comme veulent le faire les jeunes aujourd'hui, plutôt 1200 heures, eh bien il faut que je tourne à 320 euros de l'heure. C'est-à-dire que je dois faire chaque jour 2200 euros de chiffre d'affaires pour faire tourner ma machine, si je suis seul. Alors c'est faisable, puisque la moyenne de mes clients est à plus de 300 euros. Donc tout cabinet qui est à peu près qui est coaché, en général, arrive à dépasser les 300 euros en moyenne de l'heure. D'accord ? Donc c'est pas difficile, ça demande de l'organisation, de la méthode, de la formation d'assistante. Bon, voilà, on y arrive. Mais si je partage mon cabinet avec d'autres praticiens, ça sera d'autant plus facile. Voilà un exemple, un autre tableau où cette fois-ci apparaissent des charges, et regardez plutôt sur la droite, des praticiens qui font 450, 500 ou 1 million. Et on va regarder tout de suite 1 million. Si je fais 1 million, mais pas seul, peu importe, je le fais à 2 ou à 3, ça va dépendre du nombre d'heures que je vais travailler, mais si on atteint 1 million au niveau de la structure, on dispose de 200 000 euros pour les achats, ça ne bouge pas, c'est toujours les fameux 20%. On a, pour les charges fixes, 30%, ce qui me donne un budget non, excusez-moi, on n'a plus 30%. Regardez cette colonne charge ici. En fait, on voit l'influence du chiffre. Dès qu'on est à plusieurs praticiens, le ratio change. C'est-à-dire que si je dépense 15 à 25% au niveau des charges fixes, c'est suffisant. Donc je commence à partir de 1 million à faire des économies d'échelle importantes. Et donc regardez dans ce cas-là, si je ne consacre que 15% à mes investissements, loyers, etc., c'est-à-dire que j'ai divisé par 2 mon poste charge, ça me fait quand même 12 500 euros par mois. Avec 12 500 euros par mois, même à Paris, je vous garantis que vous avez un beau cabinet et des beaux investissements. Donc vous voyez l'effet démultiplicateur, je divise par 2 mes charges en ayant un plateau technique optimum. La masse salariale, eh bien, je peux disposer de 4 assistantes qui vont être partagées, une assistante chacun, plus une secrétaire. Mes charges de praticien seront importantes parce que le bénéfice est de 410 000 à partager. 410 000, c'est le bénéfice pour 1 million. D'accord ? Maintenant, si on est 3 et qu'on fait le même nombre d'heures, c'est un tiers chacun. Si on est 2, c'est moitié-moitié. S'il y en a un qui travaille plus que l'autre, bon, ça c'est à partager, d'accord? Mais simplement, vous voyez bien que même si je divise par 3, je suis à 140 000 euros de bénéfices individuels. Vous voyez à quel point le soleil brille à partir d'1 million? Conclusion, il faut investir. Il faut investir sur du personnel compétent, bien formé. Il faut investir sur de l'organisation. Il ne faut pas rester seul. Il faut vous faire accompagner par des gens compétents qui vont vous amener au seuil que vous voulez atteindre, ou en tout cas au seuil qui va vous protéger et vous permettre de faire une belle dentisterie. Regardez aussi la colonne du bas, toujours dans les 1 million. Regardez que si vous voulez faire 1200 heures par an, vous redescendez votre productivité horaire à 267 euros. Vous n'avez besoin que d'atteindre ça. Ce qui veut donc dire qu'il y a de fortes chances que vous dépassiez ce chiffre-là. Mais en tout cas, il n'y a plus de pression. Voilà,
les informations que je voulais vous donner, mais ce n'est pas terminé. Tout ce que je viens de vous expliquer, vous pourrez dire oui, mais Robert Macario nous raconte ça, mais bon, c'est facile pour lui, on voit bien qu'il n'est pas dentiste. Mais non, en 2016, des dentistes se sont regroupés et ont créé le Grenelle de la santé bucco-dentaire. Ça a été fait par vos instances. Et que disait à l'issue de cette réunion, ils ont écrit le livre blanc de la santé bucco-dentaire. Je ne sais pas si vous l'êtes procuré, mais moi je l'ai lu. Et qu'est-ce qu'ils disaient en 2007? Ce que moi je dis depuis 20 ans. Que le cabinet de groupe avec plusieurs praticiens est l'évolution incontournable. Que les investissements seront plutôt autour de 450 000 euros pour 3 praticiens. Vous voyez, c'est écrit. Qu'il faudra inventer de nouvelles professions qui vont arriver avec une plus grande implication des assistantes dentaires, particulièrement formées à l'hygiène bucco-dentaire. C'est ce que nous faisons chez Efficience depuis 12 ans. Et tout ça organisé par des systèmes de GIE, des groupements d'intérêt économique qui permettraient de regrouper les dentistes. C'est ce qu'on fait avec l'Association clinique dentaire de France. Et que mon collègue et respectable confrère Edmond Binas fait aussi avec un groupement qu'il a créé de son côté. Et vous voyez que les synergies, les idées sont les mêmes. Et au Canada, vous avez 1, 2, 3 dentistes, qui est un groupement de dentistes aussi, qui se regroupent. C'est l'esprit du GIE, on se regroupe pour être plus fort et résister, pour défendre cette dentisterie libérale. Voilà, ces éléments-là, j'espère, vont vous faire réfléchir. Vous pouvez nous retrouver sur 2 sites. Le site organisation-dentaire.org, qui appartient à Efficience, et qui est un site de formation e-learning, où vous trouvez certaines de nos formations, notamment en prophylaxie ou en ergonomie. Ou sinon, sur notre site, simplement Efficience Dentaire, sur lequel vous pouvez accéder ou nous retrouver sur Facebook, où on répond volontiers, on fait des audits gratuits. Vous pouvez sur Efficience Dentaire, en haut, à gauche, trouver un formulaire d'audit qui est totalement gratuit, que vous pouvez remplir et vous aurez une consultation qui vous permettra de vous situer. On vous donnera un conseil. Après, vous pourrez décider de vous faire accompagner ou pas, par nous-mêmes ou par d'autres. Donc, on serait ravis que vous nous envoyiez, donc likez si vous avez aimé cette formation. Venez sur Facebook nous retrouver. Alors, sur Facebook, nous sommes sur Organisation dentaire en un seul mot. Donc, c'est un site qui regroupe beaucoup de chirurgiens dentistes du monde. Et nous avons un groupe plus particulier dans l'organisation qui s'appelle Cabinet dentaire organisé, qui là est un groupe, ce qui vous permet, si vous inscrivez au groupe, de recevoir l'actualité systématiquement et de ne rien rater. Je vous dis à bientôt, soit sur nos sites, soit à travers des rencontres lors des congrès. Et je vous remercie pour votre écoute de ce soir. Et j'ouvre le débat. S'il y a des questions, nous allons pouvoir maintenant répondre aux questions que vous vous posez.